Écoutez, donc à nouveau, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire que nous organisons sur l'audit de surveillance. Donc, il s'agit en fait du premier de 4 webinaires. Il y en aura peut-être d'autres. On a prévu d'en faire un par mois et forcément avec l'échéance qui approche pour la mise en place d'audit de surveillance. Nous mettrons au fur et à mesure le contenu de ce webinaire à jour pour les 3 prochaines sessions, tout autant en prenant en compte les évolutions législatives ou réglementaires, si tant est qu'il y en ait. On va aussi, bien sûr, essayer de capitaliser sur le retour d'expérience de tous les audits de surveillance qui ont commencé et qui vont se dérouler d'ici la fin de l'année. Et bien évidemment, on va aussi prendre en compte les questions que vous pourriez nous poser. Donc, il y aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Et on se fera un plaisir de répondre au maximum des questions que vous pourriez avoir. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, peut-être pas à chacun, même si on aura bien sûr plaisir à vous retrouver chaque mois en direct. Mais peut-être au moins sur celui du mois de janvier qui devrait donc normalement intégrer un certain nombre de compléments, on va dire un petit peu notre process d'amélioration continue. Donc, nous avons en fait 1 heure à passer ensemble. On a une table des matières, mais elle vous servira essentiellement lorsque vous aurez le replay ou le document qui vous sera proposé. Donc, on ne va pas la regarder, la détailler, bien évidemment. Mais on va surtout se concentrer en fait sur les 2 personnes qui vont vous accompagner pendant cette heure, 2 collaborateurs de l'ISQ, 2 salariés, alors 2 parmi 24, 25, puisque l'ISQ c'est avant tout une équipe, bien évidemment, de la programmation, la planification, la direction de qualité et toutes les collaboratrices, très féminins et collaborateurs aussi. Alors aujourd'hui, vos 2 personnes, on va d'abord commencer par Raphaël, que je vais laisser se présenter, qui est à ma droite. Merci Marc. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Raphaël de Saint-Méros. Donc je travaille à l'ISQ en tant que chargé de mission qualité, donc en assistance de la direction de qualité. Mes principales missions consistent à établir et mettre à jour tout ce qui est process, procédures internes, les documents que l'on utilise nous ici, les auditeurs, tous les documents de l'ISQ. Voilà, je réalise également des contrôles aléatoires pour vérifier qu'on travaille comme il se doit afin de fournir une prestation de qualité. Et voilà, c'est à peu près la globalité de mon travail ici. Écoutez, donc, Raphaël, avec moi, puisqu'on va se livrer un petit peu à une sorte de questions-réponses, un ping-pong. Alors, quand même une première évolution par rapport au premier webinaire fait avec Raphaël. Il m'appelle enfin par mon prénom et plus par Monsieur Verger. Qui suis-je? Donc, Marc Verger, 30 ans dans la formation. J'ai certainement dû auditer certains de nos interlocuteurs de l'autre côté de l'écran, tout autant auditeur en charge des opérations et du développement de l'ISQ. Alors, Marc, dites-nous à qui s'adresse ce webinaire? En fait, ce webinaire, audit de surveillance, s'adresse plus particulièrement, et pas que, mais plus particulièrement, bien sûr, à tous les certifiés, qu'ils aient bénéficié d'un audit initial complet ou aménagé, et même certains ont pu peut-être aussi bénéficier d'un audit d'extension, qu'il soit de site ou de catégorie. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, donc, tous les certifiés, maintenant, ceux qui seraient en cours de certification pourront toujours tirer profit de ce webinaire. Qu'ils aient été certifiés accessoirement par l'ISQ, nous en sommes ravis, ou par nos confrères. Écoutez, tout le monde est le bienvenu pour cette heure à passer ensemble. Et pourquoi réaliser ce webinaire spécifique sur l'audit de surveillance et pourquoi maintenant? Alors, c'est vrai que l'audit de surveillance, on va dire que 2020 et surtout 2021, eh bien, l'ISQ, comme les certificateurs et nombre de prestataires se sont concentrés sur l'audit initial. Et il est vrai qu'à l'ISQ en particulier, on a fait en sorte de minimiser la mise en place d'audits de surveillance sur 2021 pour laisser de la place avec nos auditeurs disponibles pour pouvoir certifier bien l'ensemble des prestataires qui en font la demande avant la fin de l'année. Les premiers audits de surveillance, pour autant, ont commencé en parallèle.
Donc, c'est vrai qu'on va dire qu'à la fin de l'année, on aura déjà eu à peu près peut-être une trentaine d'audits de surveillance et qu'il est essentiel de pouvoir commencer à se projeter sur la deuxième étape de la certification, qui est l'audit de surveillance. Donc, avec la crise sanitaire, nous avons eu des aménagements législatifs, des décalages. Quels sont l'impact de ces changements sur le cycle de certification et l'audit de surveillance notamment? Alors, il est vrai que la crise sanitaire a conduit le gouvernement à porter quelques aménagements. Le premier aménagement, c'est que les certifiés 2019 et 2020 bénéficient d'un cycle de certification, d'une durée de vie de la certification de 4 ans. Donc ça, c'est le premier aménagement en fait, qui est intervenu. Alors, c'est un impact très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que potentiellement, puisque l'audit de surveillance, pour ceci, doit intervenir entre le 14e et le 28e mois de la date d'obtention de la certification, non pas de l'audit, bien la date de certification qui est le point de départ, eh bien, les premiers audits de surveillance auraient pu presque commencer en mars 2021 pour ceux qui ont été certifiés en novembre 2019. Et pour ceci, eh bien, le dernier audit de surveillance se tiendra certainement en avril 2023 pour ceux qui ont été certifiés en 2020. Maintenant, pour tous les autres qui ont été ou qui seront encore certifiés en 2021 et même au-delà, eh bien, on revient sur le texte initial de loi, à savoir une certification de 3 ans. Donc, pour ceux-ci, entre le 14e et le 22e mois pour avoir l'audit de surveillance. Les premiers devraient intervenir au mois de mars 2022 et les derniers devraient intervenir pour ceux certifiés en décembre 2021, en octobre 2023. Et quelle est la place de cet audit de surveillance dans le cycle de certification? Voilà. Comme dirait un homme politique, on arrive qui est quelquefois raillé, vraiment, en fait, on est au milieu. Eh bien, nous nous positionnons entre l'audit initial et l'audit de renouvellement, avec donc cette étape intermédiaire de contrôle. Très bien, très bien. Je pense que tous nos interlocuteurs et interlocutrices sont bien conscients de ce timing, mais en quoi est-il important de faire ce focus maintenant? Alors, le focus maintenant, pour compléter un petit peu la réponse que j'ai apportée initialement, c'est tout d'abord en fait d'offrir une opportunité à tous nos certifiés d'avoir des informations de première main. Donc, on veut bien sûr leur apporter et vous apporter un niveau d'information complet pour vous permettre d'appréhender un petit peu quels sont les enjeux, peut-être même les nouveaux enjeux que peuvent représenter l'audit de surveillance. Ça doit aussi vous permettre peut-être d'envisager la programmation de votre audit de surveillance dans de meilleures conditions. Ça va peut-être aussi faire en sorte que vous aurez un élément pour mobiliser et ou remobiliser vos équipes. Et c'est surtout de vous conforter pour les certifier par l'ISQ dans le choix de l'ISQ comme certificateur qui a ce devoir aussi d'information de ces certifiés. Et comme je l'ai dit, au final, de pouvoir répondre à vos questions et à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et quelles sont les sources d'informations que nous avons à notre disposition? Alors, les sources d'informations sont toujours les mêmes. Il est toujours bon de les rappeler. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant quand même. Il y a bien sûr toujours l'arrêté du 6 juin, l'arrêté du 24 juillet 2020 également. Nous avons noté aussi le question-réponse qui est toujours dans la V1 aujourd'hui, avec des questions identifiées qui traitent plus particulièrement de la notion d'audit de surveillance. Vous avez la 1.11, la 1.12, la 2.7, la 3.1, la 3.4 et la 5.6. Ce n'est ni le loto ni le tiercé, mais en tous les cas, vous avez ici des questions qui sont clairement identifiées, qui peuvent répondre sur certaines parties de l'audit de surveillance. Vous avez bien évidemment aussi le contrat qui vous lie avec votre certificateur et en particulier avec l'ISQ. Et gardez bien sûr à l'esprit que le guide de lecture, qui est aujourd'hui toujours la V7 en vigueur, peut vous apporter un certain nombre d'éléments. Donc, il est vrai que nous allons surtout nous concentrer aujourd'hui ou nous contenter peut-être d'apporter une lecture éclairée d'un certain nombre de fondements législatifs. Très bien. Avant de passer à l'audit de surveillance, une petite question. Je souhaite réaliser un audit d'extension. Est-il plus judicieux pour moi de le faire avant ou après l'audit de surveillance? C'est une vraie question parce que nous avons quand même pu observer nombre de demandes d'extension, que ce soit des extensions de sites, que ce soit des extensions de catégories, voire les deux d'ailleurs,
C'est une vraie question et il n'y a malheureusement pas une réponse simple et toute faite. On vous prend ici un exemple très concret avec un organisme qui est aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de 750 000 euros qui est en monosite. Il a eu un audit initial complet de 2 jours. Il souhaite faire une extension de catégorie pour se lancer dans l'apprentissage. Eh bien, le mot que j'utilise souvent, c'est un petit peu la punition de l'audit d'extension de catégorie avec 2 jours et demi. Et il devrait avoir son audit de surveillance, s'il fait l'extension avant, de 2 jours. Si on inversait le process, qu'est-ce qui se passe? On a toujours 2 jours pour l'audit initial complet, bien sûr. Par contre, l'audit de surveillance qui ne porterait à ce moment-là que sur la catégorie action de formation serait de 1 jour et demi et l'audit d'extension serait à ce moment-là, lui, de 2 jours et demi à l'issue. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine différence. Maintenant, il ne faut pas prendre cet exemple pour, j'irais, une règle à suivre. Il faut, je vous invite et nous vous invitons à vous rapprocher de nos services pour voir quelle serait, en tous les cas, peut-être la meilleure stratégie entre une extension avant ou après l'audit de surveillance. Et selon quelle modalité sera réalisé cet audit de surveillance? L'audit de surveillance, les textes de loi étaient relativement précis. Initialement, on avait dit que l'audit initial devrait être réalisé en présentiel et l'audit de surveillance en distanciel. Il y a eu cet aménagement législatif qui est intervenu permettant aux prestataires de pouvoir choisir entre distanciel et présentiel pour l'audit initial. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que nous sommes ici sur un 2 et 1, c'est-à-dire que sur le cycle de 3 audits initial, surveillance et renouvellement, 2 doivent être réalisés en présentiel et 1 doit être réalisé en distanciel. Maintenant, on peut trouver un certain nombre d'exceptions, puisque le texte de loi, à l'article 2 du 6 juin 2019, précise très clairement que l'audit de surveillance peut être réalisé sur site, alors qu'il devrait être éventuellement à distance, dès lors qu'il y a eu des signalements conformes aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des bénéficiaires qui se seraient peut-être plaints auprès de nos services du certifié. Ça pourrait aussi déboucher d'une analyse de risque issue de l'audit précédent et aussi pour les organismes multisites, le fait que nous souhaitions aller visiter d'autres sites qui n'auraient pas été audités. Alors, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'une analyse de risque, puisqu'on la retrouve dans ces textes. Et clairement, ici, je vous invite à relire le fameux question-réponse et la question 3.4. On nous dit qu'il appartient à l'organisme certificateur, à l'ISQ, d'établir son analyse de risque à partir de différents critères, comme par exemple une augmentation de volume, un nombre important de non-conformités constatées lors de l'audit initial, non-conformité majeure méritant ou nécessitant une visite sur site, une défaillance constatée de la maîtrise de la sous-traitance, une défaillance constatée dans le rôle de la fonction centrale. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, en fait, le certificateur doit conduire une analyse de risque qui pourrait le conduire à décider d'imposer au prestataire un audit en présentiel et non pas à distance. Typiquement, est-ce que le fait qu'un organisme ait vu son chiffre d'affaires doubler, même si avec la crise, on peut supposer que ce ne soit pas le cas de tous, malheureusement, mais dans quelle mesure un organisme aujourd'hui est-il capable de maintenir les attendus de référentiel qualité avec une forte augmentation de son chiffre d'affaires? Très bien. Et pour la durée, mon périmètre est le même. Je n'ai pas ajouté de nouveaux sites, pas de nouvelles catégories d'action. Quelle sera la durée de mon audit de surveillance? Alors déjà, point important de répondre à la question, Raphaël, c'est d'évoquer la réponse 2.7 du question-réponse, où il est clairement écrit en fait que l'organisme certificateur ne doit pas en fait demander de nouveaux BPF pour adapter la durée de l'audit de surveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend en compte le chiffre d'affaires déclaré au BPF qui nous a été communiqué lors de la demande de l'audit initial. Ça veut dire très simplement que si vous avez dû constater une baisse ou une augmentation de votre chiffre d'affaires entre l'audit initial et aujourd'hui, qui pourrait vous faire basculer en fait
de tranche, eh bien, malheureusement, le certificateur ne peut pas prendre en compte cette évolution de chiffre d'affaires. Alors, à votre désavantage si le chiffre d'affaires a baissé et à votre avantage, bien sûr, si le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, on va se baser sur ce qui nous a été communiqué initialement. Et pour ceux qui ont fait la certification avec l'ISQ, eh bien, c'est l'audit qui apparaissait lors de l'émission du devis initial, bien évidemment. Très bien. Et si, à l'inverse, mon périmètre a changé, si j'ai ajouté un nouveau site, une nouvelle catégorie d'action, qu'en est-il de la durée? Alors, c'est justement dans cette configuration, Raphaël, que nous allons en fait avoir une modification de la durée initialement envisagée lors de la remise du devis, puisqu'il est vrai que eh bien, plus de catégories d'actions ou plus de sites peut potentiellement avoir un impact sur la durée de l'audit de surveillance. Mais nous verrons bien évidemment que nous allons apprendre ces éléments avant de programmer l'audit de surveillance. Et s'il y a lieu, il y aura une rédaction d'un avenant. Et je rappelle que le question-réponse, vous pouvez le trouver sur le site du gouvernement, mais il devrait être en lien hypertexte dans le document qui vous sera remis à l'issue du webinaire. Alors, quelques exemples un petit peu de durée, juste pour illustration. On vous a pris un audit ici, un organisme qui faisait entre 150 et 750 000 euros de chiffre d'affaires en monosite. Eh bien, un audit initial complet d'une journée et demie ou si c'était aménagé de 0,5 jours, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'on retrouve une certaine équité entre ceux qui ont des aménagés et ceux qui n'en ont pas eu, puisque l'audit de surveillance sera d'une demi-journée sur un monosite et monocatégorie. Mais tout ceci, en fait, ce n'est pas un calcul de l'ISQ. L'ISQ ne fait qu'appliquer les règles de calcul imposées par les différents arrêtés. Et là, on a pris un autre exemple. Alors, il est vrai que sur un webinaire, c'est toujours un petit peu difficile avec autant de chiffres, mais vous aurez le temps de le regarder lorsque vous aurez le document. On a pris ici un organisme qui fera un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, qui a eu un audit initial complet ou aménagé pour vous comparer, et initialement sur la catégorie d'action formation, qui a demandé en plus une audit d'extension côté apprentissage, donc avec tout le déroulé des calculs. Eh bien, comment est-ce qu'on détermine la durée de l'audit de surveillance? Eh bien, c'est ce qui apparaît en bas avec les 3 encadrés rouges. On prend la durée de base qui est d'un jour, on prend bien sûr 0,5 jours pour la catégorie d'action formation, auquel on ajoute encore 0,5 jours pour la catégorie apprentissage, et donc vous aurez 2 jours d'audit de surveillance. Donc voici le mode de calcul. Et le petit tableau en bas, normalement, est bien connu de tous, puisqu'il figure dans les textes. Merci Marc, tout ceci semble simple. Et si je suis un organisme dit multisite, quelle sera la durée pour mon audit de surveillance? Alors, c'est une question en fait essentielle pour tous ceux qui sont venus auprès de nous en tant que multisite, puisque nous savons que lors de l'audit initial, on doit appliquer la fameuse règle dite de la racine carrée pour déterminer le nombre de sites qui doivent être audités lors de l'audit initial. Bonne nouvelle pour l'ensemble des certifiés dits multisites, la règle de la racine carrée ne s'appliquera pas pour l'audit de surveillance. Donc, l'ISQ a pris le parti, comme d'autres certificateurs, pas comme tous, mais en tous les cas d'autres, en fait, de n'aller auditer qu'un seul site lors de l'audit de surveillance, quand bien même, alors qu'ils ont peut-être eu jusqu'à 10, 5, 7, 11 sites lors de l'audit initial. On pourrait pour autant déroger à la règle et ajouter un second site, mais en tous les cas, on va plutôt s'orienter sur normalement un seul site audité, voire peut-être 2, et ce sera là aussi du cas par cas. Il y a une petite question supplémentaire. Il s'agit du même site qui a été audité lors de l'audit initial ou un autre? Non, normalement, sauf à ce que l'on soit contraint de faire le même, mais normalement, nous devons auditer un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. D'accord, merci Marc. J'en sais un peu plus sur la durée et la modalité de réalisation de mon audit de surveillance. J'aimerais savoir qui va le réaliser, cet audit de surveillance. Alors, qui? Bien sûr, puisque un audit, c'est avant tout une rencontre entre un certifié et un auditeur. Alors, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est que l'ISQ souhaite privilégier le fait de maintenir le même auditeur, donc celui qui a réalisé l'audit initial devrait normalement pouvoir réaliser l'audit de surveillance. Et après, bien, on va être confronté à la pratique. Il se peut que l'auditeur ne soit plus en activité. Nous savons qu'au moins 1 ou 2 chez nous ont pris leur retraite. Il se peut aussi que l'audit ait été réalisé à l'époque à distance
et que nous n'ayons peut-être pas fait attention à la localisation géographique de l'auditeur. Donc, il est clair que pour un audit présentiel, on ne pourra pas demander à un auditeur de Lille d'aller passer un petit peu de temps à Marseille, sauf si le prestataire insiste, mais là, il faudrait qu'on discute sur les frais. Et il se peut aussi que l'ISQ décide d'imposer un changement d'auditeur pour quelque raison que ce soit, mais qui serait clarifié auprès du prestataire, bien sûr. Très bien. Va-t-on nous demander des choses en amont de cet audit? Alors, ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup de choses importantes, mais celle-ci est particulièrement importante puisqu'elle va nous permettre de nourrir notre analyse de risque qui a été évoquée un petit peu avant. Donc, oui, l'ISQ, pour l'instant, nous avons fait preuve d'une proactivité légère, mais à partir de décembre, nous allons en fait solliciter en amont de l'ouverture de la période d'audit de surveillance l'ensemble des prestataires. Et à cette occasion, chaque prestataire sera sollicité pour remplir un document, puisque nous souhaitons, en tant que certificateur, pouvoir appréhender, comprendre, déterminer quelles sont les évolutions principales du prestataire. Donc, il y aura des questions qui porteront sur des évolutions potentielles juridiques, organisationnelles. Vous ne faisiez pas appel à la sous-traitance hier, vous le faites aujourd'hui, c'est un impact fort parce que ça veut dire que ça va ouvrir au moins un indicateur complémentaire à auditer. Vous avez peut-être eu des changements d'aménagement, un nouveau plateau technique, donc ça aussi, il faut qu'on puisse le prendre en compte. Peut-être eu aussi des évolutions en termes de ressources humaines, une évolution de votre chiffre d'affaires, une évolution de vos prestations. Vous ne proposiez pas de titre RNCP et vous en proposez aujourd'hui, bien forcément, ça vous ouvre 3 nouveaux indicateurs. Inversement, vous proposiez des titres RNCP et vous ne le faites plus, et bien là, ça peut vous permettre de réduire le nombre d'indicateurs auditables et tout autre élément significatif qu'il vous semblerait important de partager avec l'ISQ en amont de l'audit de surveillance. Et au final, quel est l'objectif global de cet audit de surveillance? L'objectif, lui aussi repris par les textes, l'objectif de l'audit de surveillance, c'est de vérifier que le référentiel est toujours qui est en vigueur est toujours appliqué par le prestataire. Donc ça, c'est l'objectif global, en sachant que nous devons porter une attention particulière aux non-conformités qui auraient pu être détectées et identifiées lors de l'audit initial, majeures ou mineures, bien évidemment, et voir en fait dans quelle mesure les plans d'action correctifs qui avaient été énoncés et présentés ont bien été mis en œuvre. Donc, ce sont les principaux, en tous les cas, objectifs qu'il faut garder ici. Trop vite, c'est là. Encore une. Encore une? Ah, il faut que je remonte d'une. Voilà. Voilà. Et en quoi l'audit de surveillance serait différent pour un organisme multisite? Alors, en fait, il ne sera pas forcément différent sur le fond. Par contre, il y a une spécificité qui est propre à l'audit de multisite, c'est que le certificateur doit s'assurer que la réalité de la fonction centrale est toujours là. Et donc, forcément, la fonction centrale sera de fait auditée lors de l'audit de surveillance. Ça, c'est sûr. C'est la seule différence. Sinon, le déroulé, les objectifs, eux, vont demeurer inchangés par rapport à l'audit d'un monosite. Et dans quelle mesure peut-on apporter une réponse claire et précise quant à ce qui sera audité dans cette audit? On aimerait bien apporter et vous apporter une réponse très claire et précise. Ce qu'il faut quand même bien voir à l'esprit, c'est que l'audit initial était particulièrement cadré. Il est aménagé ou complet et l'auditeur avait une obligation d'auditer l'ensemble des indicateurs qui vous étaient applicables. Là, en fait, on risque d'être confronté à un plan d'audit qui sera fait au cas par cas. Donc, j'ai envie de dire qu'il y aura peut-être autant de plans d'audit différents que nous avons de certifiés. Puisque en fait, le contenu définitif de l'audit de surveillance va être fortement impacté par la durée. On s'aperçoit très souvent que la durée va être réduite. Beaucoup seront sur une demi-journée. Ça va dépendre du nombre de non-conformités qui auraient pu être constatées lors de l'audit initial.
et ou lors des audits d'extension d'ailleurs, en sachant que tous n'en ont pas eu bien évidemment. Ça va être aussi impacté par les évolutions que vous aurez partagées à votre organisme. On va aussi devoir vérifier l'usage de la marque Calliope, on y reviendra en fin de webinaire. Après, si vous étiez un nouvel entrant, eh bien, les textes précisent que certains indicateurs doivent être impérativement audités lors de l'audit de surveillance. Voilà, donc en fait, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas un seul plan d'audit, c'est chaque certifié aura son plan d'audit en fonction de tous ces éléments. Donc un cocktail un petit peu différent pour chaque cas. Si je comprends bien, Marc, nous avions une situation claire sur l'audit initial, des indicateurs identifiés. Là, pour l'audit de surveillance, nous sommes plutôt sur du cas par cas. Et donc, sur quel indicateur je serai audité? Potentiellement, vous pourriez être audité sur l'ensemble des 32 indicateurs si on fait référence à la catégorie apprentissage, en sachant bien sûr que sur les autres catégories, il n'y en a pas 32. Les petites croix rouges ici vous permettent d'identifier quels sont ceux qui n'ont pas été audités pour ceux qui ont bénéficié d'un audit aménagé. On pourrait presque dire qu'en fonction de la situation particulière d'un organisme, nous pourrions peut-être, et je parle au conditionnel, c'est important, mais peut-être aller jusqu'à ne pas auditer un indicateur ou plusieurs qui n'auraient pas été audités en fait lors de l'audit initial. Donc c'est vrai que là aussi, on s'aperçoit que nous sommes dans l'incapacité d'avoir une réponse claire, nette et précise à ce type de questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir quels sont les temps forts de cette audit de surveillance. Alors, en fait, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à ce que vous avez connu lors de l'audit initial. Il y aura toujours une réunion d'ouverture, il y aura toujours une réunion de clôture, il y aura toujours un petit peu de temps pour que l'auditeur puisse mettre à jour ses notes. C'est surtout dans le déroulé que nous avons vu, où là, ça va changer avec, en tous les cas, un accent mis sur la vérification de la mise en œuvre des actions correctives s'il y en a eu. Sinon, ce sera toujours sur la même base, un échange de questions-réponses avec l'auditeur et toujours l'impératif pour l'auditeur d'identifier un échantillon qui soit particulièrement concret, donc une action, un bénéficiaire, pour s'assurer du respect des attendus du référentiel. Et si, par malheur, l'auditeur constate des non-conformités, que va-t-il se passer? En fait, on va revenir au mode de traitement qui avait été défini dans les textes pour l'audit initial, donc les non-conformités mineures et majeures, avec chacune leur délai de traitement, bien évidemment, avec derrière une information du prestataire et en complément de tout ça, une nécessité de pouvoir répondre aux non-conformités. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est surtout ce qu'on voit sur la deuxième slide, c'est que lorsque l'auditeur va devoir observer la mise en œuvre des plans d'action, pour une non-conformité mineure pour laquelle en fait, l'auditeur constate que le plan d'action n'a pas été mis en œuvre ou insuffisamment mis en œuvre et qu'il serait amené à maintenir la non-conformité mineure, eh bien, celle-ci sera de fait transformée en non-conformité majeure. Et si des non-conformités majeures sont toujours présentes pour un défaut de mise en place d'un plan correctif, eh bien, on peut aller jusqu'à une suspension ou peut-être même jusqu'à un retrait de la certification. Donc, il est vrai que pour tous ceux qui ont eu des non-conformités, majeures ou mineures, il sera particulièrement important quand même de bien vous assurer que les plans d'action que vous étiez engagés à mettre en œuvre, que vous aviez commencé à mettre en œuvre pour pouvoir nous permettre de lever une non-conformité majeure, eh bien, l'ont été dans la durée, que ce n'a pas été simplement un feu de paille lors de l'outil initial, mais que tout ceci s'est, on va dire, institutionnalisé dans votre mode de fonctionnement. Alors, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va changer un petit peu de rôle. Le question-réponse, c'est moi qui vais passer un peu plus la parole à Raphaël, puisque un des objectifs de l'audit de surveillance est aussi de contrôler l'utilisation de la marque ou du logo Calliope. Et il est vrai que nous avons beaucoup de questions sur cette thématique-là. Alors, Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement cette responsabilité que nous avons de contrôle ? Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Marc, nous sommes tenus responsables de vérifier la bonne utilisation du logo Calliope par tous nos certifiés. Nous avons donc décidé que les auditeurs allaient contrôler cette utilisation lors de l'audit de surveillance.
que ce soit par le contrôle de votre site Internet, de la documentation que vous pourrez lui fournir lors de l'audit des indicateurs. Et pour cela, on va s'appuyer donc sur le document, la charte d'usage de la marque de garantie Calliope, qui indique qu'est-ce que l'on doit faire, ce que l'on ne peut pas faire pour être dans la conformité de l'utilisation du logo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, en fait, sur quoi est-ce que peuvent aussi se reposer nos prestataires pour savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, au-delà de ce que tu vas nous dire après? Très bien. Alors, comme je l'ai dit, nous avons la charte d'usage du logo Calliope, qui est fournie par l'ISQ une fois que vous avez été certifié lors du comité. Nous transmettons les logos en différents formats pour que vous puissiez les utiliser sur votre site Internet, accompagnés de la charte d'usage. Cette charte d'usage a évolué le 7 décembre 2020. Précédemment, nous avions le logo à gauche qui ne possède pas le bandeau Marianne plus République française. Et donc, depuis le 7 décembre, vous êtes tenu d'utiliser le logo de droite avec la Marianne. Et qu'est-ce qu'il faut aussi faire apparaître au-delà du logo, du bon logo avec notre amie Marianne? Alors, utiliser seulement le logo n'est pas suffisant. En effet, comme vous le savez, Calliope est décliné pour 4 catégories d'actions: les actions de formation, la VAE, le bilan de compétences et l'apprentissage. Vous n'êtes pas forcément Calliope pour ces 4 catégories d'actions. Il faut donc préciser pour quelle catégorie d'action votre organisme a été certifié Calliope. Cela passe donc par l'utilisation de cette mention obligatoire. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes. Et donc là, vous devez lister toutes les catégories d'actions pour lesquelles vous avez été certifié. Très bien. Alors maintenant, quelques exemples un petit peu. Tu vas nous décliner tout ce que l'on peut faire ou pas faire. Voilà, donc là, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez un logo Calliope. Donc certes, la dernière version, mais il n'y a pas la mention obligatoire permettant d'expliquer pour quelle catégorie d'action vous avez été certifié. Sur la droite, nous avons différents exemples d'utilisation du logo Calliope que nous avons pu trouver sur les sites Internet de nos certifiés. Donc, nous voyons l'utilisation de la phrase obligatoire, de la mention obligatoire. Petite note, vous n'avez pas d'obligation de forme, de texte, de police. Vous pouvez mettre en gras, en italique, en rouge, en jaune, toutes les couleurs que vous souhaitez. La phrase, vous êtes assez libre. L'important, c'est que ça reste à proximité du logo et de taille approximativement équivalente. Voilà, la mention doit être de taille équivalente. Ici, quelques exemples d'interdits. En fait, le logo Calliope, on vous l'envoie tel que vous devez l'utiliser. Vous ne pouvez pas faire de modifications dessus. Par exemple, mettre le logo en transparence. Je sais que certains organismes aiment bien faire des liens hypertextes et donc il apparaît en transparence pour quand on met la souris dessus, ça apparaît en plus joli, si je puis dire. Bah ça, malheureusement, vous n'êtes pas autorisé. Pareil, pas le droit de changer la typographie, vous devez garder la police. Les couleurs, pareil, si vous souhaitez adapter le logo Calliope à votre charte couleur, je dirais, pour que ce soit plus joli, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas, vous devez l'utiliser comme il est. Voilà. Donc, en fait, toutes nos velléités artistiques sont bridées. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire preuve de créativité, malheureusement. Vous devez l'utiliser comme il est full. OK. Et donc, un point également important, c'est qu'il doit être toujours sur fond blanc. Ici, on a un exemple sur fond photographique. Donc, nous avons la photo et pour que le Calliope ressorte bien, il doit forcément être sur son cartouche blanc. Pareil, si vous souhaitez un fond coloré, un fond rouge, un fond vert, pareil, le logo Calliope doit apparaître dans son cartouche. Parfait. Donc, je crois qu'on va arriver à la fin. Donc, il nous reste un slide ou une slide sur en fait le résumé de ce que l'on peut faire et pas faire avec Calliope. Et après, on passera aux questions-réponses. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit et pas le droit de faire? Alors, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, de savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, vous avez le droit de l'utiliser sur votre site Internet, en page d'accueil, en pied de page ou dans un onglet dédié type nos démarches qualité, enfin, tout ce type d'onglets qui vous permettent de vous décrire, de vous vendre aux yeux de potentiels clients.
sur un catalogue de formation reprenant toute mon activité. J'insiste bien sur le tout. En fait, il faut qu'on comprenne que le logo Calliope correspond à votre organisme et non aux formations, car Calliope est une certification de procédé. C'est la totalité de l'organisme qui est certifié Calliope et non vos formations. On verra plus tard. Sur des diaporamas pour présenter votre organisme, par exemple, si vous souhaitez répondre à un appel d'offres notamment, vous avez le droit de faire apparaître le logo Calliope, toujours en faisant apparaître la mention des catégories d'actions pour lesquelles vous avez été certifié. Également des affiches ou des brochures. Si vous faites des salons, là, ça revient petit à petit avec la crise sanitaire qui se tasse un petit peu. Mais voilà, si vous faites des salons, des affiches, des brochures, si ça présente la totalité de votre organisme, vous avez le droit d'apposer le logo Calliope sur la grande affiche, le grand poster. Il n'y a pas de souci. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'apposer le logo sur les plaquettes de formation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisme qui est Calliope, ce n'est pas la formation devenir manager ou apprendre l'anglais. C'est l'organisme, ce n'est pas la formation. Pareil donc, sur tous les documents liés à la formation, que ce soit un devis, une convocation, un contrat, une feuille de présence, l'attestation de formation, la facture. Je sais que ça fait joli, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est un document qui est utilisé pour une unique action de formation et c'est interdit, c'est écrit donc dans la charte graphique. Et pareil sur du papier en tête, car il est impossible de contrôler la diffusion et le contenu du document qui sera marqué sur ce document en tête-là. Vous pouvez très bien en faire un document qui sera utilisé pour une présentation de votre organisme. Donc là, théoriquement, ça serait bon. Mais ensuite, si derrière, vous imprimez une feuille de présence, là, c'est plus bon. Donc, pour éviter ce type de déviance, il est non autorisé d'apposer le logo Calliope sur du papier en tête. Alors, slide qu'on n'a pas noté, mais quand même qui est important, Raphaël. Que se passe-t-il si le certificateur, dont c'est la responsabilité de contrôler l'utilisation de la marque, constate justement une mauvaise utilisation du logo? Qu'est-ce que risque le prestataire et qu'est-ce que doit faire le certificateur? Alors, le certificateur doit annoncer par mail ou par mail que son utilisation du logo n'est pas conforme et ensuite le certifier à 30 jours pour réaliser les actions correctives, mettre en conformité son utilisation. Et suite à cela, si au bout des 30 jours, l'utilisation du logo n'est toujours pas conforme, l'organisme certificateur doit informer la TGEFP de la mauvaise que le prestataire ne souhaite pas, mais n'a toujours pas répondu à notre demande de se remettre en conformité. Et donc ensuite, vous serez donc contacté normalement, théoriquement, par la DGEFP. Et côté certificateur, est-ce qu'il y a des mesures coercitives qu'on peut prendre à l'encontre du prestataire s'il ne respecte pas l'utilisation? Il pourrait théoriquement suspendre la certification Calliope jusqu'à preuve d'une utilisation comme il faut, si je puis dire. Ok. Donc, clairement, ici, pour terminer, gardons à l'esprit que ce qui peut sembler relever du marketing et du commercial, malheureusement, pas que. Il y a aussi l'utilisation correcte de la marque et du logo Calliope, c'est quelque chose d'essentiel. Et vous pouvez quand même courir le risque d'aller jusqu'à une suspension de votre certification. Donc, je vous laisse appréhender les impacts accessoirement commerciaux et financiers que ceci pourrait avoir sur vos opérations. Voilà. Donc, un temps de questions-réponses. On a fait en sorte de nous laisser une petite vingtaine de minutes pour ce moment d'échange. On va arrêter le partage d'écran, comme ça vous nous verrez directement. Et oui, ils sont bien là, tous les deux. Donc, est-ce qu'il y a Alors, je sais qu'on a Benjamin derrière dans le back-office, qui est en face, c'est le in front office, en face de nous, qui a fait un petit peu le modérateur. Donc, merci à lui pour l'assistance à la réalisation aussi. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut essayer de répondre? Alors, tant qu'on est sur la charte graphique, on va rester dessus. J'ai beaucoup de questions sur l'utilisation du logo Calliope dans la signature du mail. Est-ce possible? Très bien, signature du mail autorisée, pareil, mais tant que vous précisez
les catégories d'actions pour lesquelles vous avez été certifié. Voilà, apposé au logo de votre organisme, c'est autorisé. Super. Merci. J'ai une question. Alors, peut-on utiliser le numéro de certification Calliope, pas le logo, sur tous les documents, attestation, émargement, contrat, feuille en tête? J'y vois pas de contre-ordre. Si vous pouvez utiliser certificat Calliope, votre numéro de certificat, là, j'y vois pas d'inconvénient. Très bien. Deux petites dernières sur la charte graphique. Si le logo est apposé sur une convention de formation, mais à côté du logo de l'entreprise, pas sur le module de formation en lui-même. Non, c'est pas bon. Ça reste un document unique, si je puis dire. Ça marche. Et sur une plaquette de formation, le logo est inséré sous la présentation générale de l'EF. Est-ce qu'il peut rester ou est-ce qu'il doit être supprimé? Je dirais qu'il est plus sage de le supprimer pour éviter toute confusion entre l'organisme et la formation. Alors, d'accord. Bon, j'ai encore pas mal de questions sur la charte graphique, mais je vais revenir sur les premières questions que j'ai laissées en stand-by en début d'édition. Alors, des questions, alors notamment sur l'organisation de l'audit de surveillance. On nous demande qui reprend contact avec l'organisme de formation pour définir la date d'audit. C'est l'auditeur ou l'organisme, voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc, l'ISQ a déjà sollicité un certain nombre de prestataires certifiés par mail. Nous sommes en train de finaliser l'automatisation en fait, de la relance et de l'information de chacun de nos prestataires. Donc, ça veut dire que chaque prestataire certifié par l'ISQ sera contacté par mail une première fois. Alors, en fonction des 4 ans, des 3 ans, il y a des timings différents, mais pour ceux qui sont certifiés sur 3 ans, ce sera 2 mois avant le début de la période du 14e mois. Un premier mail, sans réponse, 1 mois plus tard, il y aura un deuxième mail, et s'il n'y a toujours pas de réponse, là, on passera par téléphone. Donc, c'est l'ISQ qui se doit et se veut proactif. Pour autant, si certains, pour des questions d'organisation, et on a vu ça avec certains groupes qui ont plusieurs entités commerciales, eh bien, peuvent nous solliciter par mail et ou par téléphone, et on peut convenir aussi d'une réunion pour envisager la programmation d'audit qui pourrait être relativement important quand on pense à certains groupes d'éducation. Si je peux ajouter, également lors de cet envoi de mail, on envoie le formulaire présenté tout à l'heure par Marc, récapitulant tous vos changements depuis l'audit initial. Et donc, on vous demandera de nous renvoyer ce formulaire. Et une fois la réception du formulaire rempli, on peut procéder ensuite à la planification de l'audit. Okay, très bien. Toujours sur les modalités d'audit, une question. Est-ce que l'EF peut demander que les audits soient réalisés tous en présentiel en prenant en charge les frais supplémentaires? Oui. Ok, eh bien, parfait. Ok. Alors, pour les organismes multisites, le site échantillonné vient en complément du siège, point d'interrogation. Non, en fait, ce n'est pas la notion de siège. C'est-à-dire qu'on va auditer un site à minima. C'est plutôt ce que l'on souhaite faire. Et la fonction centrale. La fonction centrale n'est pas un site, c'est vraiment une entité, une ou plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que lors de l'audit du site, il faudra qu'on puisse aussi auditer la fonction centrale. Maintenant, si elle ne peut se joindre, il faudra peut-être faire donc, à ce moment-là 2 localisations. Mais normalement, le siège en tant que tel n'existe pas. On parle bien de fonction centrale pour un multisite. Alors, une question un peu spécifique, mais qui est, je pense, dans l'air du temps. Bonjour, notre activité a été développée avec des collaborateurs en télétravail directement délocalisés sur les territoires, ce qui a doublé notre masse salariale sur l'année. Est-ce un motif qui nécessite l'augmentation du nombre de jours pour le lead de surveillance? Alors, on rappelle que la durée est avant tout conditionnée par le chiffre d'affaires que vous avez présenté lors de la remise de votre BPF, lors de votre demande pour l'audit initial. Donc, l'évolution du nombre de collaborateurs n'a aucun impact sur la durée de l'audit en général et encore moins de l'audit de surveillance. Très bien.
Alors, une question sur les non-conformités. Si le prestataire n'avait aucune non-conformité lors de l'audit initial, ni écart, donc aucun plan d'action, qu'est-ce qui sera audité davantage? Bien, là aussi, c'est du cas par cas. Typiquement, pour ceux qui auraient eu un audit aménagé, on va peut-être se concentrer sur les indicateurs qui n'ont pas été audités lors de l'audit initial, puisqu'on sera sur une base d'audit complet. Après, on va aussi regarder peut-être qu'est-ce qui aurait pu évoluer. Je faisais uniquement des langues et je me suis lancé dans la bureautique, donc on ira peut-être voir un petit peu comment vous gérez la bureautique. Vous ne faisiez pas ou faisiez des RNCP, bon, on va voir aussi des changements. Est-ce que vous êtes là aussi lancé à utiliser la sous-traitance ou pas? Donc, une nouvelle fois, c'est en fonction des évolutions que nous allons pouvoir guider que l'auditeur va pouvoir faire son choix. Et j'ai envie de dire, et sinon, eh bien, on auditera simplement l'ensemble des indicateurs sur une ou deux actions. Très bien. Alors, par contre, je me permets, Benjamin, il y a garder à l'esprit aussi que ce qui est important, ça va être la notion d'amélioration continue, donc qui fait référence aux indicateurs 30 plus 31 égale 32. Donc là aussi, on passera peut-être un peu plus de temps sur votre process d'amélioration continue, qui fait référence au critère 7 du référentiel. Okay. Alors, j'ai une question. Vous avez expliqué que les indicateurs audités se font au cas par cas. Est-ce que l'auditeur nous fait part en amont des indicateurs qu'il souhaite auditer? L'auditeur fera comme pour l'audit initial, adressera en amont à l'audité un plan d'audit qui reprendra quels sont les éléments qu'il souhaite voir a priori. Maintenant, on peut aussi imaginer que dans le cadre de la conversation ou de l'audit, l'auditeur puisse identifier peut-être des éléments que vous n'auriez pas précisés, qu'il puisse rajouter quelques éléments. Ah. Non, QNR, les 44. 44. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Question. Alors, une question, on nous dit, et je suis surpris, nous ne pouvons pas mettre le logo sur nos plaquettes commerciales. Oui, si générique, et non si spécifique à une formation ou une prestation en particulier. On nous dit, je n'ai pas bien compris la date de l'audit de surveillance lorsque on a passé l'audit Calliope en décembre. Décembre 2020, vous aviez 4 ans. Donc, c'est entre le 14e et le 28e mois. Donc, c'est vrai que vous comptez décembre 2021. Donc, vous ne serez jamais audité de toute façon avant le mois de mars 2022 et jusqu'en 2023. Ok, très bien. Désolé, un petit souci de réseau. Une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'on est obligé de choisir le même prestataire, certificateur, entre l'audit initial et l'audit de surveillance? Vous pouvez, alors on serait bien sûr déçu que vous puissiez quitter l'ISQ, on serait curieux de savoir pourquoi. Après, si vous voulez venir chez nous, ce sera avec plaisir. Vous pouvez tout à fait changer de prestataire entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Pour autant, là, vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle un transfert de certification. Donc, ça veut dire solliciter un autre certificateur qui va devoir nous solliciter sur un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est une prestation qui, généralement, de toute façon, est payante, indépendamment du coût de l'audit de surveillance. À vraiment vouloir changer, et je ne sais pour quelle raison, quitte à changer, il vaut mieux le faire lors de l'audit de renouvellement. Alors, une question aussi sur de l'extension. On nous demande si c'est aussi par le formulaire d'audit de surveillance, je présume, que l'on peut demander l'extension de l'audit pour du multisite. On peut le demander à tout moment de la certification, donc soit c'est concomitant à ce formulaire de questionnement et auquel cas on va l'appréhender et on verra comment est-ce qu'on doit gérer cette demande-là ou cette nécessité d'extension. Mais maintenant, vous pouvez le demander avant, après, à tout moment. D'accord, mais il y a bien, je précise, mais il y a bien 2 formulaires différents qui sont un pour l'audit de surveillance et un autre pour l'extension.
de site et ou de catégorie? Alors, on va dire que si, dans le cas du document qui nous est retourné, on s'aperçoit qu'on nous précise qu'il y a un nouveau site, là, bien évidemment, il y aura un autre formulaire qui sera envoyé, qui fera référence à une demande d'extension, tout à fait. On me demande où on peut trouver le nouveau logo Calliope. Alors, il n'est pas trouvable. Il a été, comme je l'ai dit, il a évolué le 7 décembre 2020. Donc, à ce moment-là, si vous y étiez certifié avant décembre 2020, l'ISQ a lancé une campagne, a transféré, a fait un envoi massif du nouveau logo. Donc, normalement, vous avez dû le recevoir dans vos boîtes mail, mais possiblement qu'il ait pu atterrir dans une boîte spam, ce qui est déjà arrivé pour certains de vos confrères. Sinon, eh bien, renvoyez-nous par mail une demande et on vous fera suivre par retour la mise à jour et les éléments nécessaires. Alors, une question sur les modalités d'audit à distance. Je vais en grouper deux. On nous demande dans un premier temps si l'audit à distance, c'est uniquement de l'échange de documents par échange de mail ou c'est également et ou de la visio. Et si c'est de la visio, sur quelle plateforme en fait les échanges avec l'auditeur se passeront pendant l'audit justement à distance? Alors, les deux, mon capitaine. En fait, normalement, l'audit à distance, c'est plutôt dans le cadre d'utilisation de moyens comme Zoom, Teams et autres moyens, puisque l'objectif, c'est que vous puissiez partager des documents pour que l'auditeur puisse prendre note d'éléments factuels et concrets. Si d'aventure il y avait une difficulté de connexion ou que l'outil ne fonctionne pas, on peut toujours ensuite fonctionner par échange de mails pour observer les documents, mais il est vrai que tous les audits à distance qui ont été menés aujourd'hui ont utilisé des plateformes, quelles qu'elles soient. Et en règle générale, nous laissons l'initiative au prestataire de choisir sa plateforme et de nous envoyer un lien de connexion. On a toujours une roue de secours puisque nous avons quelques comptes Zoom à l'ISQ, mais normalement, c'est à la charge du prestataire de nous inviter sur l'outil de son choix. Merci. On me pose également une question s'il est possible en fait, de disposer du tableau de synthèse renseigné par l'auditeur lors de l'audit initial pour s'en servir en fait comme une trame, un guide finalement pour l'AS, pour l'audit de surveillance. Alors, la réponse est non, et le tableau de synthèse n'est jamais qu'une transposition Excel en fait du guide de lecture. Il n'y a rien de plus. Maintenant, ça me permet de rebondir un peu sur une demande qui est assez récurrente sur le fait de dire tiens, on a mieux des fiches de conformité, mais on n'a pas vraiment de rapport en tant que tel. Donc, l'ISQ a entendu un certain nombre de prestataires qui auraient aimé avoir et obtenir un rapport. Donc, on travaille là-dessus pour voir quel pourrait être le livrable qui serait remis à l'issue des audits. Sachant que, malgré tout, nous sommes sur une norme dite de conformité, que normalement, on n'est pas tenu de remettre un rapport, même si certains peuvent le faire. Ok. On me repose la question, mais elle est assez récurrente, donc on va y répondre une seconde fois. Où trouve-t-on les questions-réponses que vous avez citées en début de présentation sur la slide 9? Allez, si je vais être taquin pour ceux qui seraient à l'écran qui me connaissent, j'ai envie de dire, ça c'est votre veille légale et réglementaire, indicateur 23. Maintenant, si vous faites question-réponse Calliope sur Google, ou quel que soit votre moteur de recherche, vous trouverez tout de suite un lien et ça se trouve sur un des sites du gouvernement, ministère du Travail, j'imagine. Mais voilà, question-réponse Calliope et normalement, vous tombez dessus avec Google. Très bien. Alors, j'ai pas mal de questions aussi qui concernent le replay du webinaire, donc je vais y répondre moi-même. Bien sûr, Benjamin. Donc, je vous explique rapidement. Vous recevrez d'ici fin de semaine le PDF donc, de support de ce webinaire. Vous recevrez également un replay de ce webinaire. Sachez également que sur la chaîne YouTube de l'ISQ, vous avez accès à l'ensemble des webinaires qu'on a pu effectuer auparavant et donc à celui qui concerne l'audit de surveillance qu'on est actuellement en train de faire également. Et vous retrouverez aussi sur le blog de l'ISQ sur notre site un article qui sera rédigé dans les jours qui viennent et qui viendra résumer les points principaux de cette édition. Voilà. Allez, on se fait encore une ou deux questions. Allez, j'essaye d'en sélectionner. Alors, doit-on poster notre certificat Calliope sur la plateforme Datadog? Question récurrente. Alors, il n'y a pas d'obligation. Si vous êtes datadocké,
Pour autant, ce que nous invitons à faire, c'est de poster votre certificat Calliope sur la plateforme Datadoc en toute fin d'année pour prévenir toute incapacité du gouvernement à mettre en place son site, puisque normalement, à partir du 1er janvier, il y aura un site spécifique qui devrait être accessible à tous les financeurs publics où ils pourront aller chercher en fait quels sont les certifiés Calliope. Et on a pas mal de tests avec eux en ce moment, de remontée d'informations avec une mise à jour bien, en fait, journalière. Mais si ça ne devait pas marcher, la seule source qui restera officielle, ce sera quand même Datadoc. Donc, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'urgence à envisager la dernière quinzaine de décembre quand même, par mesure de sécurité. OK. Allez, la petite dernière. Est-ce qu'on peut faire des audits blancs avant l'audit de surveillance pour s'y préparer? Alors, commercialement, l'ISQ serait ravi de faire des audits blancs, mais nous n'avons pas le droit, on ne peut pas faire d'audit blanc après l'audit initial. Malheureusement, ça, c'est les normes qui interdisent ça. Et nous avons bien conscience que nous perdons un potentiel commercial important. Je verserai une petite larmichette sur le coup. Bon, j'en prends encore 2, il nous reste 3 minutes. Allez. Que devient Datadoc en 2022? Bah, il n'y a aucune décision qui est officielle qui a été prise sur Datadoc. Nous savons simplement que Datadoc fait le forcing pour rester actif sous peut-être des modalités de fonctionnement ou des missions différentes. Donc, pour l'instant, l'avenir de Datadoc n'est pas tranché. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on doit-on ne faire appel qu'à des sous-traitants certifiés ou pouvons-nous porter le sous-traitant si nous sommes certifiés Calliope en vérifiant bien la mise en application des indicateurs? En fait, la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'indicateur 27 de mémoire qui précise que pour l'utilisation de la sous-traitance, ceci n'impose pas que le sous-traitant soit certifié Calliope, donc ça c'est marqué noir sur blanc dans le guide de lecture, et qu'il incombe au prestataire certifié de démontrer quelles sont les mesures qu'il met en place pour s'assurer du respect du référentiel par ses sous-traitants. Et une dernière question sur la charte graphique à laquelle on a déjà répondu. Y a-t-il une typographie, je présume, parce que topographie, ce n'est pas exactement la même chose, particulière pour la phrase sous le logo qui dit certifié pour les actions XXX? Donc, comme l'a précisé Raphaël, pas de typo particulière, vous pouvez mettre du gras, de l'italique, utiliser du calibri, de ce que vous voulez. La seule contrainte, c'est que cette phrase, cette mention ne soit pas plus grosse que le logo Calliope en lui-même. Voilà. Que la phrase certification nationale, pour être exact. Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Vous avez été très nombreux à nous poser énormément de questions. On ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions. On a beaucoup qui ont été redondantes. Envoyez des mails. Envoyez-nous des mails. Vous recevrez donc, comme je vous le précisais, à l'issue de ce webinaire, les liens vers le replay et la présentation. Parfait. Écoutez, mesdames, messieurs, merci de votre attention. On a été nombreux, plus de 300. Un plaisir pour nous. Vous aurez, si vous le souhaitez, l'opportunité de nous retrouver le mois prochain. Je sais qu'on dit bien que lorsqu'on aime, on ne compte pas. Pour autant, je vous invite plutôt à programmer une deuxième piqûre si vous souhaitiez en faire une deuxième injection, la faire pour la nouvelle année. On pourra se présenter nos vœux pour ceux qui ont assisté aujourd'hui. Donc, sachez que Benjamin, on va dire entre guillemets, à la technique, et Raphaël et moi avons été ravis de vous accueillir et content de vous savoir parmi nos certifiés. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous connaissez vos interlocuteurs auprès de l'ISQ. Et en règle générale, ça finit dans ma boîte mail. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. À très bientôt. Bonne fin de journée et bonne fin d'année. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.